Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis a pris fin, et ainsi commence la saga d'une potentielle crise constitutionnelle aux États-Unis. Oui, hier, une série d'événements a commencé à faire voler en éclats le cessez-le-feu. Les États-Unis avaient annoncé le projet Liberté la veille, conçu pour évacuer les navires piégés dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, une explosion a eu lieu sur un navire sud-coréen. De plus, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient abattu 7 vedettes rapides dans la région, celles-ci semblant menacer la flotte américaine. CENTCOM a indiqué qu'il s'agissait de 6 bateaux. Il n'est également pas clair pour le moment si Donald Trump a mal choisi ses mots ou si l'Iran possède une technologie secrète qui permet à leurs vedettes rapides d'être abattues plutôt que simplement coulées. Il a aussi menacé de rayer l'Iran de la carte. Ensuite, l'Iran a tiré 12 missiles balistiques, 3 missiles de croisière et 4 drones kamikazes contre les Émirats arabes unis. Pourquoi les Émirats arabes unis ? C'est peut-être juste parce que c'est proche, ou parce que l'Iran est contrarié par le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP. Qui sait ? Un fait intéressant à noter, c'est qu'il semble qu'Israël ait aidé à abattre les missiles iraniens. C'est important parce qu'une des explications de l'attaque du 7 octobre était de rendre impossible une alliance militaire entre Israël et ses voisins arabes. Pourtant, ils travaillent ensemble. Gardez un œil sur ce qui se passe avec l'Arabie saoudite dans ce domaine, car c'est le grand royaume de la région. Les médias d'État iraniens ont aussi déclaré avoir touché une frégate américaine. Ce serait l'évolution la plus intéressante de la guerre jusqu'à présent, étant donné que les États-Unis n'exploitent actuellement aucune frégate. Vous voyez ici une représentation du Constellation, toujours en construction. J'ai aimé regarder les émissions d'actualité se demander si le cessez-le-feu était terminé. Eh bien, voici une analyse percutante que seules les lignes sur les cartes peuvent offrir. Le mot, c'est cessez-le-feu. C'est en fait un mot composé constitué de cesser, qui signifie mettre fin, et de feu, qui signifie faire boum. Étant donné que les explosions ont recommencé, oui, je crois que le cessez-le-feu est terminé. Cela bien sûr suppose qu'un cessez-le-feu ait jamais existé. Israël visait toujours le Hezbollah au Liban, et l'une des conditions du cessez-le-feu était que l'Iran rouvre le détroit. Donc peu importe de quel côté de la fracture géopolitique vous vous trouvez, les conditions du cessez-le-feu n'étaient pas respectées. Ah, un cas rare où la voix passive est délibérée, parce que je ne veux pas dire qui le violait. Quoi qu'il en soit, il me reste 2 choses à faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, expliquer pourquoi Project Freedom ne va pas fonctionner tel qu'il est conçu. Et deuxièmement, le potentiel d'une crise constitutionnelle et pourquoi il va y avoir encore beaucoup de bizarreries autour de la question de savoir si le cessez-le-feu tiendra. Commençons par le projet Liberté. Et pour résumer ce que je vais dire dans cette section, ce que nous voyons ici, c'est encore une demi-mesure, alors que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'y aller à fond ou de rentrer chez nous. Ce que ce n'est pas, c'est une mission d'escorte traditionnelle, où de grands navires américains naviguent en convoi pour protéger les navires commerciaux alliés, comme cela a été mis en place pendant la guerre Iran-Irak. Cela aurait au moins une chance de fonctionner, même si, pour des raisons que nous allons expliquer dans un instant, je comprends pourquoi les États-Unis ne poursuivent pas cette méthode. En réalité, il semble que le CENTCOM essaie d'institutionnaliser une procédure pour faire sortir les navires du Golfe Persique, ce qui leur permettrait au moins de livrer ce qui se trouve à bord et aussi d'augmenter l'offre de navires de transport pour le reste du marché mondial. Cela signifie principalement les guider à travers le détroit. Le CENTCOM a publié peu de détails sur ce que cela signifie. Je suis sûr qu'une partie de cela consiste à s'assurer que la marine américaine est informée du passage prévu et peut fournir le soutien qu'elle est prête à offrir. Une partie consiste probablement à coordonner avec la marine américaine un trajet qui a récemment été inspecté et débarrassé des mines. Une partie pourrait consister à fournir une aide concrète si une menace se présente, que ce soit par le biais de drones ou peut-être d'un hélicoptère. Mais la plus grande partie, c'est de prier pour que les compagnies maritimes acceptent ce dispositif, étant donné que la défense active est minimale. J'aurais plus confiance en leur sécurité si les gros navires de guerre étaient juste à côté d'eux, mais la marine semble ne pas vouloir les accompagner, sans doute parce que c'est trop dangereux.
Si c'est trop dangereux pour la marine, qu'est-ce que cela dit du risque pour les navires civils? Pendant ce temps, l'Iran a toutes les raisons d'attaquer ces navires. Tant que les États-Unis bloquent le détroit pour les navires liés au port iranien, l'Iran n'a que peu d'intérêt dans la paix telle qu'elle est établie. Nous devrons approfondir ce point à une date ultérieure, mais il n'est pas mystérieux de savoir comment rendre un accord exécutoire. Il faut que les deux parties aient un intérêt direct à le respecter, c'est-à-dire que cela doit être préférable à l'alternative de retourner à la guerre. En l'état actuel, cela n'est pas préférable pour l'Iran que de reprendre les combats. En parlant de combats, la solution complète pour les États-Unis serait de réellement réduire la capacité iranienne le long de la côte, ce qui venait tout juste de commencer au moment du cessez-le-feu. 3 semaines plus tard, tout le travail fait là-bas est sans doute perdu. Je pense toujours que cette tâche est militairement réalisable pour les États-Unis. Aux États-Unis, mais cela nécessite un engagement, ce qui implique des coûts, du temps et des risques. La question plus profonde devient alors, pourquoi les États-Unis n'investissent-ils pas ces coûts, ne consacrent-ils pas ce temps et n'assument-ils pas ces risques? Je suis sûr que vous avez récemment entendu de nombreuses réponses à cette énigme. Concentrons-nous sur celles mises en avant ces 2 dernières semaines. Revenons en 1973. Au Vietnam, la situation tournait mal. Le Congrès était de plus en plus frustré que les États-Unis mènent depuis 10 ans une guerre non déclarée par le Congrès. Ainsi, la résolution sur les pouvoirs de guerre a tenté de limiter le pouvoir exécutif, obligeant le président à obtenir l'approbation du Congrès dans les 60 jours suivant le début d'un conflit. Nixon a opposé son veto à la résolution, la considérant comme une prise de pouvoir inconstitutionnelle par le Congrès, mais la Chambre et le Sénat disposait en de plus des 2 tiers nécessaires pour passer outre au veto présidentiel. Elle est devenue loi. Depuis lors, les présidents ont continué de rejeter la War Powers Resolution, la considérant toujours comme une violation inconstitutionnelle du transfert du contrôle militaire à l'exécutif. Les présidents ont néanmoins fait semblant de respecter la résolution, ne voulant pas que le Congrès soumette les politiques présidentielles à la Cour suprême. Considérez cela comme une forme de négociation sur les lois. Cela nous amène à l'affaire actuelle. La guerre contre l'Iran a commencé le 28 février, 60 jours donc, c'est le 28 avril. Je publie cette vidéo en ce 67e jour, ce qui n'est pas un hasard. C'est aussi mon 67e jour consécutif à publier une vidéo. Selon la résolution sur les pouvoirs de guerre, le président avait besoin de l'autorisation du Congrès la semaine passée. Quelle est la position juridique de l'administration? Haagseth a témoigné la semaine dernière devant le Congrès avec une théorie juridique toute prête. Oui, 60 jours se sont écoulés, mais il ne s'agit pas de 60 jours d'hostilité active. Le cessez-le-feu a stoppé le compte à rebours concernant la résolution sur les pouvoirs de guerre. Cette logique aide également à expliquer la réaction de l'administration à la reprise des tirs. Bien que les tirs aient repris, nous sommes toujours dans un cessez-le-feu, car suggérer le contraire relancerait ce compte à rebours. Le 25 mai deviendrait la nouvelle date limite dans ce cas. Alors, que se passe-t-il ensuite? Supposons que les tirs continuent pendant toute cette période. Ou peut-être qu'il y a quelques jours où les parties observent un cessez-le-feu de facto. Mais dans tous les cas, au plus tard en juin, 60 jours de combats effectifs se seront écoulés. Et ensuite? Pour commencer, je n'imagine pas que l'administration Trump s'en souciera. En fait, j'ai été surpris que Haagseth ait témoigné de cette façon. J'aurais pensé à l'avance que l'administration affirmerait que la War Powers Resolution ne couvre que 60 jours d'hostilité continue. Donc si cela dure 59 jours, puis observer un cessez-le-feu, et que la guerre recommence ensuite, il faudrait encore 60 jours avant que notre limite de 60 jours ne s'applique. Donald Trump pourrait plutôt suivre la théorie de l'administration Obama sur la Libye. La résolution sur les pouvoirs de guerre ne s'applique pas ici, car il n'y a pas de troupes au sol, et donc le risque pour le personnel militaire américain est minimal. Cependant, Barack Obama a également affirmé que les États-Unis n'étaient pas le principal belligérant, mais jouaient plutôt un rôle de soutien aux rebelles libyens, ce que Donald Trump ne peut pas prétendre, car les États-Unis ont mis la charrue avant les bœufs dans ce cas. En ce qui concerne une intervention directe du Congrès, je n'attends pas grand-chose ici. Les 2 chambres restent sous le contrôle des républicains.
Et bien que la guerre soit incroyablement impopulaire, nous n'avons toujours pas vu un nombre significatif de ruptures avec l'administration de la part des républicains au Congrès. Cela pourrait changer à l'approche des élections de mi-mandat en novembre, et lorsque les sondages auront plus de poids, mais cela reste pour l'instant une hypothèse. Cela dit, les lois existantes n'ont pas besoin d'une approbation continue à Washington pour rester contraignantes. Poursuivre au-delà de 60 jours reste illégal en vertu de la résolution sur les pouvoirs de guerre, que le Congrès l'applique activement ou non. Toute personne affectée par la poursuite des combats a qualité pour agir, car cela touche presque tout le monde à cause de la hausse des prix de l'essence. Ainsi, il se peut que la Cour suprême se saisisse d'une affaire concernant la résolution sur les pouvoirs de guerre, et nous saurons une bonne fois pour toutes si elle est constitutionnelle. Je vous rappelle maintenant que je ne suis pas avocat, mais en tant que politologue, je vous rappelle aussi que la Cour suprême est un organe politique, et que les théories juridiques comptent moins que l'orientation politique de la Cour. À l'heure actuelle, 6 des 9 juges penchent du côté conservateur, mais un sous-groupe d'entre eux se sépare souvent de l'administration Trump sur diverses politiques audacieuses. C'est ma façon de dire que je ne sais pas dans quel sens la Cour trancherait. Si la Cour rejette la résolution sur les pouvoirs de guerre, tout le reste devient sans importance. Le mieux que les opposants à la guerre puissent espérer, c'est de l'aide après une vague démocrate lors des élections de mi-mandat en novembre. Si la Cour confirme la résolution sur les pouvoirs de guerre, les choses deviennent alors intéressantes. L'administration Trump devra alors décider si elle doit se conformer. Notez que la loi accorde au président 30 jours pour mettre fin au conflit sans autorisation. La Cour suprême prolongerait sans doute ce délai jusqu'à la décision, car les 30 jours servent à régler les derniers détails. Il faut aussi considérer la rapidité d'action de la Cour suprême. La Cour peut agir rapidement lorsqu'elle en a envie. Pensez à Bush-Vegor en 2000. Mais encore une fois, la Cour est un acteur politique, et retarder l'affaire est avantageux, car cela repousse le problème et permet aux juges charnières de rester en dehors du conflit plus longtemps. Il est possible que le problème se résolve alors de lui-même, auquel cas la Cour n'aura pas besoin de rendre de décision. Le fait est que nous pourrions très bien attendre la fin de l'été, voire plus tard, avant que tout cela ne soit résolu. Une crise constitutionnelle pourrait éclater si l'administration Trump refuse alors de se conformer. La dernière chose que je noterai ici, c'est que Trump aura du mal à poursuivre la guerre si la Cour suprême déclare sans ambiguïté que la War Powers Resolution est constitutionnelle et que le Congrès n'autorise pas d'autres actions. À ce moment-là, les élections de mi-mandat du Congrès seront imminentes. Même si une supermajorité capable de passer outre un veto ne bloquera probablement pas l'exécutif, assez de républicains feront défection pour empêcher la Maison-Blanche de faire adopter les lois de financement de base sans mettre fin à la guerre. Vous avez aussi le léger problème que l'armée américaine prête serment à la Constitution, pas au président. Vous commencerez également à voir un certain nombre de démissions de hauts responsables, ce qui bloquera tout progrès en Iran, au prix de handicaper l'armée américaine pour une génération. Alors, quels sont les points à retenir pour aujourd'hui ? Le cessez-le-feu a pris fin pour le moment, malgré les démentis. La nouvelle tentative des États-Unis de faire passer des navires par le détroit peinera à rétablir le trafic normal. Un affrontement plus important approche sur la War Powers Resolution. En attendant, vous pouvez découvrir les autres événements marquants du Moyen-Orient via cette playlist. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Je ne peux ni confirmer ni nier si nous avons des dauphins kamikazes, mais je confirme qu'eux n'en ont pas.